Bonjour, bonsoir à tous. On va commencer pour garder un peu plus de temps peut-être pour les questions à la fin. Donc je voulais d'abord vous remercier d'être restés si tard, en fin de journée, après une journée peut-être où vous en avez pris un peu plein la tête, vous avez plein de choses dans la tête déjà. Donc c'est vrai que c'est la fin de journée, on va essayer de vous divertir, de vous montrer des images, des photos, pour essayer de finir la journée en douceur. Mais bon, l'avantage, c'est vrai que aussi, à cette heure-ci, plus ça avance, plus on se rapproche de l'apéro, donc c'est bientôt. Donc voilà, alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de tendances visuelles dans la communication et de comment utiliser des images en toute tranquillité. Alors dans un premier temps, c'est Nadège qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Nadège. Bon. Qui est la responsable marketing Europe pour Getty Images et qui va vous parler dans un premier temps de tout ce qui concerne les tendances créatives. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et dans un deuxième temps, moi je m'occuperai plus de la partie, tout ce qui concerne le droit à l'image, le droit les autorisations, tout ce qui concerne comment utiliser des images, je dirais, en toute sécurité. C'est vrai que vous allez être amené à utiliser beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup d'illustrations dans la communication autour de votre activité. Et donc, le but de cette deuxième partie, ça sera de vous donner quelques conseils et quelques clés pour essayer d'utiliser ces images et de choisir ces images en toute tranquillité. Donc, je te laisse. Je vais faire peut-être d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Getty Images, en 2 mots. Donc Getty Images, c'est le leader mondial de tout ce qui concerne les contenus digitaux, c'est-à-dire la photo, la vidéo, les illustrations. Et c'est vrai que chez Getty Images, on a la chance de travailler avec plus de 200 000 contributeurs, photographes, vidéastes et illustrateurs à travers le monde. Et c'est eux qui, au quotidien, enrichissent nos sites que sont Getty Images et iStock. Donc je vais te laisser la parole, Nadège, pour commencer sur les tendances visuelles, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Ok. Tout le monde est bien installé? On est parti? Descendez, il y a de la place devant. Ok. Oui, approchez-vous. Alors c'est parti, on va parler ensemble pendant une vingtaine de minutes, 25 minutes de tendances visuelles. Je voulais d'abord commencer par un point important, c'est comment on travaille chez Getty Images. Donc Pierre a parlé de nos contributeurs, je vais vous parler de nos anthropologues visuels. Chez Getty Images, on a nos sites internet, Getty Images et iStock, avec nos propres moteurs de recherche, donc notre technologie, et ce qui fait qu'on collecte les données qui y sont attachées. Bien sûr, c'est la big data. Pour vous donner quelques chiffres clés dessus, nos clients qui sont les agences, les entreprises, les médias, bref, toutes les personnes qui ont besoin d'images, pas les particuliers, mais vraiment dans un univers de professionnels. C'est 1 milliard de recherches de mots-clés par an sur nos sites dans le monde, 400 millions de téléchargements, donc ça vous dit la taille de notre base de données, et bien sûr on utilise cette donnée pour récupérer des enseignements sur ce qui se passe. Alors ce qui est bien avec cette équipe d'anthropologues visuels, c'est que déjà ils utilisent cette donnée, mais pas seulement. Ces anthropologues sont situés partout dans le monde. On a des gens en Asie, comme en Amérique du Sud, comme aux États-Unis, et un gros hub à Londres. Et ils analysent l'ensemble des communications visuelles qui sont faites, donc ça peut être publicité, print, etc., en font un mapping et ils corroborent, voient avec ce qu'on voit comme recherche sur nos sites web pour en tirer des enseignements. Le troisième volet également, c'est qui se rapproche beaucoup des universités, des études qui existent aussi. Ce qui est bien avec l'image, c'est qu'on voit très rapidement des tendances de société émerger, et on va en parler de certaines aujourd'hui. Et donc le travail qu'ils font au quotidien entre la donnée, les insights qu'il peuvent y avoir, les publicités et ces études sociologiques sorties par les universités, c'est qu'ils peuvent infirmer ou confirmer ce qu'on peut en trouver. Donc c'est vraiment une analyse qui est globale avec 3 angles d'approche, ce qui fait que quand on commence à en parler de tendance entre guillemets, ça a du poids et c'est avec des process et sérieux.
Un point également à garder en tête, une tendance, ça ne sort pas le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. C'est souvent des phénomènes sociétaux qu'on voit qui émergent, peut-être avec une recherche de mots-clés qui va évoluer au fil du temps. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas sorti d'hier, c'est pas sorti le 1er janvier, c'est des données qu'on continue d'observer à la longue et qui certainement seront des tendances qui se modifieront dans le futur. Et ça, c'est vraiment l'aspect intéressant de notre travail. Parlons tendance maintenant, spécifiquement les enseignements qu'on a pu avoir. On a particulièrement remarqué sur les analyses des données ce besoin d'authenticité. Je pense que j'apprends à personne qu'aujourd'hui, tout le monde cherche plus d'authenticité, que ce soit dans les relations humaines, la façon de consommer, les entreprises et leur communication. Ce besoin d'authenticité se fait ressentir énormément sur tous les aspects de nos vies. Et aujourd'hui, je vais venir vous parler de plusieurs exemples visuels et comment ça se traduit en images. Donc là, vous avez déjà 2 mots-clés sur la slide, la diversité et l'inclusion. Je pense que c'est un sujet dont on entend parler tous les jours dans la presse. La définition est multiple, elle est de plus en plus large, elle touche énormément de sujets, ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui de définir cette diversité. On va tenter quand même de l'illustrer avec 3 principes. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit dans nos données sur ces mots-clés, sur ces idées, ces concepts? Diversité, c'est plus de 900% de recherche en 12 mois sur nos sites. Donc ça montre l'importance de ce terme. Et puis vous avez quelques exemples aussi que nous on regroupe avec notre équipe sous ce thème de diversité et inclusion. Donc ça va être les femmes, le positionnement des femmes, des hommes aussi, la représentation des hommes, le genre, l'orientation sexuelle, politique, religieuse, bref, tous les thèmes sont abordés. Je vous ai juste mis quelques exemples sur des pourcentages qui ont été observés. Et puis il y en a encore pas mal d'autres, on n'a pas tout détaillé, mais voilà, on voulait faire ressortir vraiment cela aujourd'hui. Donc on parle de femmes, on va parler d'un exemple un peu plus concret. Représentation féminine, la représentation de la femme aujourd'hui, visuellement, j'insiste sur ce thème, que ça soit sur de l'image ou de la vidéo. Hein, quand on parle de ces tendances, elles sont visuelles, donc larges, sur les différents types de formats. Alors la représentation de la femme, c'est un sujet chez Getty Images qu'on a déjà abordé depuis de nombreuses années. On a commencé bien en amont parce qu'on a vu que finalement nos clients, agences, entreprises et médias cherchaient de plus en plus de mots-clés. Donc ces anthropologues visuels ont déjà fait remonter rapidement ces points-là et on a travaillé avec notre communauté de contributeurs pour fournir les bons contenus à nos clients, tout simplement. Ce qui fait que dès 2013, on a travaillé avec la fondation Lean In. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une fondation fondée par Sheryl Sandberg de Facebook qui, quand elle a sorti son livre Lean In, c'est-à-dire prendre sa place en tant que femme à la table des discussions en entreprise, on s'est associés, on a commencé à créer une collection sur la représentation de la femme en entreprise, mais on l'a aussi beaucoup plus élargie. Un point qui est important, je pense, à garder en tête, c'est un travail qui est de longue haleine. Donc on parle d'une collection qui a débuté en 2013, mais c'est aussi un sujet qui, de toute façon, continue d'évoluer. Et on regarde très régulièrement ce qui se passe sur le marché. On a noté une enquête qui a été faite par l'Association nationale des publicitaires aux États-Unis très récemment, qui a sorti une étude qui disait qu'ils avaient analysé 40 000 publicités. Et sur ces 40 000 publicités observées, ils avaient regardé la représentation de la femme. 29% avaient utilisé soit une représentation de la femme stéréotypée, soit une image de la femme effacée, soit trop bossy, c'est-à-dire trop ferme, etc., soit carrément femme-objet. Donc, c'était une étude qui est sortie fin de l'année dernière. Il y a encore du travail, ce qui fait qu'on continue quand même pas mal sur ce sujet-là à travailler. Je voulais aussi un peu plus élargir, vous dire voilà ce qu'on observe aussi sur le marché aujourd'hui. Est-ce que tout le monde connaît cette marque de cosmétiques Fenty qui a été lancée par Rihanna? Ouais. Le postulat de départ de cette marque, c'était de créer donc 40 nuances de fond de teint, juste en première base, pour toutes les femmes. Il n'y avait pas des produits cosmétiques pour les femmes noires, des produits cosmétiques pour les femmes blanches, tout le monde est dans
dans la même cour, la même communauté. Donc le postulat de base sur la communication sur, voilà, sur ce type de produit, ça a été de dire des produits de beauté pour toutes les femmes, point barre. Pas de différence. Au lancement de cette campagne, plus de 72 millions de dollars de earned media, 132 millions de vidéos YouTube vues, et aujourd'hui un chiffre d'affaires, je crois que c'est 18 mois après son lancement, qui est autour de 600 millions de dollars. Donc c'est un sujet qui peut faire débat, mais finalement tout le monde est en attente, les consommateurs, les consommatrices en l'occurrence, et de beaux résultats. Cette campagne et ce lancement de marque a quand même secoué beaucoup l'industrie des cosmétiques, puisque les autres marques qui, elles, avaient peut-être un corner plus pour les femmes noires et un corner pour les femmes blanches, ont aussi redistribué la façon de présenter leurs produits, de communiquer autour d'eux, avec beaucoup plus de diversité et d'inclusion sans en faire trop d'étalage. Un autre sujet, j'aime particulièrement cet exemple, puisqu'on connaît quand même pas mal ces marques de lingerie. Victoria's Secret qui avait sorti une campagne, c'est Love My Body Campaign, donc on voit des mannequins qu'on a l'habitude de voir de toute façon, et le contre-pied pris par d'autres marques soit de lingerie, soit de beauté, en l'occurrence Dear Kate, qui avait carrément fait une référence à la campagne de Victoria's Secret en montrant des corps différents, divers, avec beaucoup plus d'inclusion dans le débat, et Dove qui, déjà assez penché sur ce type de communication, qui avait également montré la beauté réelle plutôt que Love My Body Campaign de Victoria's Secret. Donc avec ces exemples-là, on a aussi la presse féminine qui s'y est beaucoup mis. Là, je vous ai juste mis une slide avec quelques exemples. Vous voyez qu'il y a plus seulement un type de mannequin. Il y a énormément de diversité. Il y a que ce soit des genres, des âges, des orientations sexuelles, religieuses, des corpulences. Bref, tout est montré, tout est mis en avant, quelle que soit la catégorie sur laquelle on pourrait se positionner, il n'y en a plus. C'est terminé et l'industrie de la mode l'a bien compris et communique aussi dessus aujourd'hui. Alors, quelques mots sur les recherches qui sont faites. Je trouve que ce mot-clé-là, il est peut-être anecdotique, mais il fonctionne très bien. Vrai corps. Donc, on est vraiment dans cette recherche d'authenticité. Vrai corps, plus 147% sur nos sites en 12 mois. Donc, c'est vraiment une recherche de la part de nos clients, mais aussi de leurs consommateurs et de leurs propres clients. Je voulais m'attarder aussi sur cette histoire qui, pour nous, représente aussi le travail qu'on fait avec nos contributeurs et vraiment l'ADN de Getty, c'est-à-dire on croit, on ne peut être que ce qu'on voit, et c'est une ADN qu'on porte au quotidien. Cet exemple-là, c'est Dove, qui souvent mène des enquêtes. Elle a mené une enquête auprès de ses consommatrices, et une des réponses qui est ressortie, c'est que 70% des consommatrices ne se sentent pas authentiquement représentées dans les médias et dans la publicité. Bref, ça corrobore ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'étude de l'ANA aux États-Unis, c'est que finalement, il y a encore du boulot à faire. Dove a pris le sujet à bras-le-corps, est venu voir Getty, puisqu'il connaissait notre collection Linine et le travail qu'on fait. On s'est également associé avec un collectif de femmes photographes pour créer une complète collection de plus de 5000 contenus disponibles pour toutes les industries de communication visuelle, que ce soit les agences, les entreprises, etc., autour de la représentation plus authentique des femmes. Alors, c'est le genre, l'âge, l'ethnicité, peu importe. Ce sont des photographes femmes, des modèles femmes qui ont posé et qui ont elles-mêmes choisi les mots-clés qui étaient associés à leurs propres photos. Donc on a été jusqu'à ce point-là sur la démarche, c'est-à-dire que normalement quand vous êtes contributeur Getty, vous choisissez les mots-clés que vous mettez. Là, c'est le modèle qui a choisi. Donc sur cet exemple-là, cette femme, jockey, a choisi liberté, badass, appartenance, motivée, et j'en passe. Il y en a beaucoup d'autres qui y sont associés, mais c'est elle qui a choisi ces mots-clés. Et donc le biais qu'on pourrait avoir n'existe pas, c'est elle qui choisit. Résultat, donc cette campagne, pas campagne, mais plutôt collection. Dove en avait fait beaucoup de communication auprès de l'industrie des médias et de la publicité. Aujourd'hui, elle a été lancée en mars. Aujourd'hui, elle est utilisée dans plus de 40 pays par plus de 900 entreprises. Donc, c'est vraiment des contenus qui, aujourd'hui, reflètent cette diversité, cette inclusion et cette authenticité qui fonctionnent et qui est utilisée sur le marché. D'autres exemples, rapidement. Là, on parlait beaucoup des représentations de la femme, corpulence, etc. Orientation religieuse aussi. On a aussi les stéréotypes de la femme musulmane, peut-être dans des poses ou dans une vie bien cadrée. Là, on a travaillé avec Muslim Girls,
qui nous a permis de développer une collection des femmes musulmanes dans leur vie courante, finalement, un peu comme tout le monde, puisque qu'on soit musulman ou pas, on fait tous les mêmes choses, et donc on a cette représentation et cette authenticité qui ressort avec une collection. Alors on a parlé des femmes, Pierre est soulagé peut-être, mais je vais parler des hommes maintenant. Les hommes, on a observé depuis quelques années également, donc encore une fois, une tendance, c'est pas du 1er janvier au 31 décembre, on a observé un phénomène qui s'était passé avec des mots-clés qui commencent à apparaître sur nos sites. On parle de masculin recomposé comme nom de tendance aujourd'hui. Les hommes sont victimes de la même chose, le même phénomène que les femmes. Dans la publicité ou dans les médias, en communication visuelle, ils sont stéréotypés. Je vous donne quelques exemples. On a le mâle un peu sauvage, le rebelle. On a aussi le bouffon, hein, souvent des papas un peu fat, maladroits. On a le héros en pleine action, sportif, bien sûr. L'homme qui est seul dans sa voiture, qui regarde le paysage et qui pense qu'il a une super belle voiture. Et celui que Pierre préfère, c'est les abdos sur pattes. Hein? Ouais, tu les fais bien. J'adore les mecs seuls avec leur voiture, ça me vend du rêve, j'ai trop envie de l'acheter. Donc ces stéréotypes-là, on les retrouve partout, hein, que ce soit dans l'univers de la beauté, les parfums, les voitures, le sport, enfin bref, des stéréotypes pour les hommes. Et là où nous, on a commencé à voir vraiment une différence, en 2017, quand on a eu le phénomène MeToo, les hommes ne savaient plus où se mettre, c'est-à-dire que oui, il y avait des abus, il y avait énormément de choses qui sortaient, mais eux, ils ne savaient plus non plus trop comment se placer, parce que tout le monde n'était pas, il y avait beaucoup de personnes fustigées, alors que pas forcément, ce qui fait que on a vu aussi sur nos sites web des mots-clés arriver qui étaient différents. On recherchait aussi d'autres effets de la masculinité. On a plein de pères qui s'occupent de leurs enfants, qui font aussi des tâches ménagères, qui s'occupent de leurs parents, qui sont pères solo ou pères homosexuels en couple, ou qui font du vélo, etc. Et ils ne sont pas non plus dans des catégories sur ces 6 stéréotypes. Voilà, encore une fois, je grossis le trait, mais c'est vraiment ce qu'on avait pu observer. Et donc, quand on travaille avec nos contributeurs aussi, on fait vraiment attention à cet aspect-là. On travaille avec eux très régulièrement, de façon quasi quotidienne pour certains, pour leur montrer quels sont les besoins des clients et de nos clients sur des sujets autour de la paternité, mais plus largement toute la masculinité. Là, je vais vous montrer un exemple, mais il y en a énormément d'autres. Le type de visuels aujourd'hui qui sont proposés et qui sont achetés. Là, on est sur la thématique des papas. On a aussi des hommes d'âge différents, voire transgenres aussi. Enfin bref, il y a plus de limites, il y a plus de limitations. Les mots-clés aussi sont travaillés en ce sens pour qu'aujourd'hui, nos clients puissent trouver des contenus authentiques qui reflètent une réalité au quotidien, simplement. Troisième sujet, un autre exemple, c'est le handicap. 15% de la population mondiale vit avec un handicap. Bon, ça en fait pas une petite, mais voilà, c'est un chiffre assez important, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette démarche de diversité et d'inclusion, on cherche aussi à pouvoir les représenter. Avec nos contributeurs, on a développé avec Oath plein de guidelines en fait, pour les aider pour représenter ça. Les handicapés ou les personnes en situation de handicap sont aussi victimes de stéréotypes. On les voit souvent, si vous pensez à une ou deux publicités où vous voyez des personnes handicapées sont souvent dans un fauteuil, dans des hôpitaux, dans situation de suivi médical. Mais ce sont des personnes qui ont une vie, une famille, des moments de vie à partager. Bien plus que ça. Il y a aussi, je pense que les Jeux paralympiques ont beaucoup aidé à la démocratisation de cette image de personnes en situation de handicap physique ou mental, mais faire du sport, c'est des choses dont on a besoin aujourd'hui et il faut le prendre en compte quand on communique. Je vous mets ici quelques exemples parce qu'on a été approché par Verizon Média pour justement
avoir plus de contenu qui représentait cette réalité, cette authentique réalité. Là, je vous mets des différents exemples. Les personnes handicapées travaillent aussi, donc la jeune fille est au travail, font du sport, etc., partagent, font la vaisselle. Voilà, tout le monde, toutes ces personnes en situation de handicap moteur ou intellectuel ont une vie et il faut la montrer. Et cette collection qui est disponible aujourd'hui pour tous nos clients est vraiment une collection intéressante. Il y a déjà plus de 1500 contenus qui sont disponibles et elle continue de grossir au quotidien. Pour vous donner un exemple en termes de mots-clés là-dessus, on ne fait pas ça juste pour la beauté du geste aussi, bien sûr c'est important pour nous, mais nos clients sont en demande 327% d'augmentation pour le terme handicap, personnes avec handicap pour la France en 2018. Donc ça vous montre l'importance. Et il y a également d'autres termes qui ressortent aussi. Il y a le terme de personnes avec un handicap intellectuel ou même trisomie 21. Ce sont des mots-clés maintenant qui sont tapés sur les sites pour pouvoir illustrer toute la palette de handicaps possibles. Alors, j'aimerais juste ajouter un point là-dessus, que ce soit sur le handicap ou la représentation des femmes et des hommes, ce qu'il faut bien garder en tête aujourd'hui, c'est d'éviter l'écueil de dire « ma marque communique avec beaucoup plus de diversité et d'inclusion ». Si vous choisissez des visuels, si vous choisissez des vidéos contenant beaucoup plus d'authenticité et ces sujets-là, faites-le naturellement pour vos clients ou pour vous, car si vous dites en plus hey, « regardez, j'ai fait une publicité et sur cette publicité, il y avait une personne handicapée », etc., ça passe pas du tout. Il n'y a aucun engagement des cibles, il y a même limite, ça peut aller jusqu'au rejet. Donc il faut vraiment trouver la bonne balance quand vous choisissez ces visuels-là. Qui dit représentation visuelle aussi, là je reviens sur ce point-là, on est tous des êtres humains, on est des êtres sociaux et donc la relation humaine dans notre monde beaucoup digital est très très importante et on voit une recrudescence de recherche de termes sur nos sites attachés à la communauté, à la connexion, à l'appartenance, à l'inclusion. Ce besoin de relations authentiques se montre également en images. Donc là, vous voyez ces images, c'est beaucoup de personnes avec des groupes. On s'est associé à une plateforme qui s'appelle Cortex, qui a développé une intelligence artificielle qui permet à ses propres clients de proposer les meilleurs contenus et de faire une analyse des contenus pour les réseaux sociaux, de dire, bah voilà, si vous êtes dans la restauration, voilà le type de contenu qu'il vaudra mieux avoir, etc. Et quand on s'est associé avec eux, en faisant des analyses un peu plus poussées, il a été effectivement prouvé que les photos avec des groupes de personnes ont énormément plus d'engagement que des photos avec une ou deux personnes maxi. Donc vraiment, cette relation reste très importante et ce besoin d'authenticité se fait aussi ressentir là-dessus. Maintenant qu'on a parlé beaucoup de l'homme, de la femme et de toute cette diversité d'inclusion, je voulais aussi ajouter un dernier aspect sur ce besoin d'authenticité. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est vraiment dans une ère qui change. L'environnement prend une place importante dans les discussions. On a une consommation plus raisonnée. On fait attention à ce qu'on fait. On cherche cette authenticité aussi dans ce qu'on fait au quotidien, les valeurs qu'on partage avec nos amis, nos familles et aussi la façon de consommer. Ça se voit aussi dans une recherche finalement de la nature, de plus de choses au quotidien. Le progrès, on l'a vu pendant longtemps comme un moyen qui permettait de mieux consommer. Je pense qu'on a eu les hypermarchés, les supermarchés, vraiment on arrivait à une hyperconsommation et aujourd'hui on revient de ça. Le progrès aujourd'hui c'est pas ça. Le progrès c'est un moyen pour être plus raisonné, plus authentique au quotidien et aussi dans sa consommation. Et ça vient aussi sur ce volet d'économie durable, ce besoin d'authenticité. On voit de plus en plus de recherche autour de l'économie durable, sur le recyclage, sur la réutilisation. Là, vous avez des exemples avec les bouteilles d'eau, les pailles. Il y a des marques, notamment McDo, qui avaient communiqué en disant « ça y est, on arrête les pailles en plastique ». Il y a pas mal de marques, si vous avez vu la dernière campagne Darty aussi, c'est de réparer, voire de recycler aussi tous les appareils électroménagers qui pourraient être endommagés ou qui pourraient être réparés. Bref, vous avez énormément d'exemples de marques qui aujourd'hui communiquent sur ce sujet-là, mais ce n'est pas une tendance qui vient d'arriver. Finalement, c'était des besoins qui ont été exprimés sur les 12 derniers mois avec beaucoup plus d'importance.
Et c'est pas pour rien finalement que le mot-clé le plus cherché en France en 2018, c'était le mot nature. C'était vraiment la façon d'exprimer ce besoin et de trouver la représentation visuelle qui va avec. Donc voilà pour les tendances visuelles pour aujourd'hui. Merci de nous avoir inspirés avec toutes ces tendances et ces images. Je vais laisser la parole à Pierre maintenant. C'est à mon tour de m'asseoir un peu. Effectivement, maintenant, après avoir vu autant de belles images et autant d'inspiration sur comment, j'allais dire, trouver des visuels et aussi les créer, c'est-à-dire que vous, quand vous allez créer vos visuels, vous allez pouvoir vous inspirer de ces tendances visuelles. Maintenant, effectivement, cette partie-là, ça va être plus orienté sur le fait que vous allez trouver des visuels ou vous allez créer des visuels, mais il y a quand même dans l'utilisation que vous allez faire de ces visuels certaines règles à respecter. Et je vais essayer, là, en une vingtaine de minutes, de vous donner quelques clés pour que vous puissiez faire ça de manière tranquille et en toute sécurité. Donc, alors, tout ça, ça commence en fait par un principe de base que vous connaissez tous, c'est qu'en fait, derrière chaque image, vous avez effectivement un auteur. Et donc, un auteur qui est rémunéré pour le travail qu'il a fait, et donc, vous devez, chaque fois que vous utilisez ou que vous créez une image, vous devez au moins demander l'autorisation à cet auteur pour pouvoir utiliser une image. Alors, de manière générale, il existe deux types d'images, les images créatives et les images éditoriales. Alors, qu'est-ce qu'une image créative? Une image créative, c'est assez simple. C'est une image qu'on va créer de toutes pièces. Ici, par exemple, vous avez cet exemple de cette skieuse. Cette image a été faite dans un studio par un photographe. Il y a eu du stylisme qui a été fait autour de cette image-là. Une marque de ski qui a fourni le matériel pour faire cette photo. Donc en fait, cette photo est créée de toutes pièces. À côté, par contre, l'image éditoriale, c'est comme vous le voyez, c'est une image qui a été faite, qui a été prise sur le vif lors d'une compétition. On peut imaginer ça lors d'une compétition de ski. Et effectivement, un photographe était là et a pris cette scène-là. Alors pourquoi on différencie ces deux images? Tout simplement, vous comprenez bien que d'un côté, ces images créatives qui ont été créées de toutes pièces par un photographe, on détient effectivement toutes les autorisations à l'intérieur de cette image-là. C'est-à-dire, on a rémunéré le mannequin qui est là pour faire cette photo-là, on a demandé l'autorisation au styliste, on a demandé l'autorisation à la marque de ski. Donc en fait, on va pouvoir utiliser cette image créative pour faire la promotion ou la commercialisation d'un service. Par contre, quand vous utilisez une image éditoriale, cette image éditoriale, on n'a pas d'autorisation. Les skieurs qui participaient à cette compétition n'ont pas donné leur autorisation pour qu'on utilise éventuellement plus tard leur image pour du commerce ou de la promotion. Donc ces images-là, ces images éditoriales, c'est des images qu'on va pouvoir utiliser uniquement dans certaines situations et qui sont des situations plutôt de journalisme et d'information. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors, au niveau des licences, alors une chose est en train de changer. Chez Getty Images, pendant très longtemps, depuis le début, on a eu chez nous des licences qu'on appelait en droit géré. Ces licences en droit géré étaient assez simples. Le système de licence était que chaque fois que vous utilisiez l'image, pour toute utilisation que vous en faisiez, vous payiez une licence associée à cette utilisation-là. Donc aujourd'hui, ce modèle-là va s'éteindre. En 2020, il n'existera plus et il ne restera plus que ce que vous connaissez, les images libres de droit, c'est en général les images que vous utilisez le plus fréquemment. Donc une image libre de droit, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que le terme est très très mal choisi à la base. Beaucoup de gens confondent une image libre de droit avec une image gratuite. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Une image libre de droit, c'est une image, une fois que vous avez acheté une licence,
vous êtes libre de l'utiliser comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser sur tous les supports que vous voulez, dans tous les domaines que vous voulez, et dans le monde entier si vous le souhaitez, et ad vitam aeternam. C'est en gros une photo qui vous appartient. Alors, aujourd'hui, il existe aussi une autre forme de licence qui sont les licences gratuites. Les images gratuites, ça existe. Vous avez des sites qui sont spécialisés là-dedans. Donc, vous pouvez trouver sur ces sites-là des images gratuites. La première des choses que vous devez faire, c'est effectivement, même si cette licence est gratuite, vous devez de détenir cette licence-là, donc d'être passé sur ces sites pour utiliser ces images. Mais l'autre chose qu'il y a dans les conditions générales de vente qu'on lit rarement, c'est qu'ici, vous voyez bien qu'on vous donne l'autorisation d'utiliser cette image, mais qu'on vous met aussi les restrictions qui sont liées à cette image. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit le photographe donne l'autorisation pour utiliser son image, mais derrière, vous ne détenez aucune autorisation sur ce qui est représenté dans cette image. C'est-à-dire, comme on le voyait tout à l'heure avec les images créatives et éditoriales, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas d'autorisation sur les personnages qui sont représentés, sur les objets de design, sur éventuellement l'architecture qui pourrait être représentée. Et on peut imaginer que là, cette photo qui a l'air toute innocente de ce lapin avec ce casque, le lapin, on n'ira jamais lui demander son autorisation pour figurer sur une campagne de pub. Par contre, le casque qu'il a sur la tête, effectivement, si vous utilisez cette image-là, le designer de ce casque peut se retourner contre vous et vous demander des autorisations pour l'utilisation de l'image qui est faite de son casque. Donc c'est pour ça qu'une image gratuite, vous pouvez les utiliser, mais méfiez-vous, dès que ça rentre dans un contexte promotionnel ou commercial, c'est sujet à certaines restrictions. Alors là, on va aborder une autre partie qui sont les usages. Alors vous allez voir que ça va se rapprocher de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a un premier usage qui est fait des images, qui est un usage commercial. Dans le cadre de votre activité, vous allez utiliser des images pour faire la promotion d'un service, pour faire des campagnes pub, et même parfois pour récolter des fonds aussi. Donc toutes ces utilisations-là, si vous voulez, ce sont des utilisations commerciales et vous allez devoir détenir des droits sur les images que vous utilisez. Par contre, l'utilisation éditoriale, là on est plus dans une utilisation qu'on va dire non commerciale, qui est une utilisation plus pour la presse, comme vous voyez de l'édition. Ici c'est un livre qui est édité par Actes Sud. Donc ces images-là, si vous voulez, vous n'avez pas à avoir les mêmes restrictions en termes d'autorisation que pour une utilisation commerciale. Vous allez pouvoir utiliser ces images à titre, on va dire, du droit à l'information. Alors ici, un exemple entre cette utilisation éditoriale et cette utilisation commerciale. Vous avez ces deux célèbres acteurs. D'un côté, effectivement, c'est la pub Nespresso qu'ils ont fait ensemble. Ils ont été rémunérés pour faire cette campagne, donc ils ont donné l'autorisation à la marque d'utiliser leur image. Très bien. À droite, par contre, le photographe qui a pris cette image-là, lors d'une soirée sûrement publique, eh bien, comme ça fait l'objet d'une couverture de magazine, donc une utilisation, un droit à l'information, aucune autorisation n'a été demandée à Dujardin et Clounet pour figurer en une de VSD. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on peut trouver des images aujourd'hui, je dirais de manière un peu sécurisante, où est-ce qu'on peut se fournir pour trouver des images? Alors la première chose, c'est bien évidemment, moi ce qui me semble le plus logique, c'est d'aller voir un photographe, ou même de faire les photos vous-même. Les photos vous-même, ça évite de payer une licence, vous vous donnez l'autorisation d'utiliser votre image, mais c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir que vous fassiez attention à ce que vous photographiez et à détenir les autorisations de ce que vous photographiez pour pouvoir utiliser vos images. Donc la deuxième
Bon, c'est nous, c'est les banques d'images, c'est notre métier. Donc forcément, les images que vous allez trouver chez nous, vous allez pouvoir, si c'est des images créatives, vous allez pouvoir les utiliser pour faire votre publicité ou votre promotion sans aucun problème, puisque vous détenez une licence et vous détenez les autorisations de ce qui est représenté dans vos images. Et la troisième solution, c'est celle qu'on utilise tous, c'est on va sur le web ou sur les réseaux sociaux. Donc on va chercher des images. Alors c'est vrai que Google Images, c'est très simple, Pinterest, tous ces outils-là sont très faciles pour trouver des images et s'inspirer. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a trouvé l'image, ben, on n'a pas de licence et on n'a pas d'autorisation. Donc il existe, je ne ferai pas la démonstration là, mais il existe des outils qui vous permettent, par exemple sur nos sites, de faire des recherches inversées. C'est-à-dire que vous avez trouvé une image sur Google, par exemple, qui vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Getty ou de iStock, faire une recherche inversée, et si cette image existe, par chance, dans notre banque d'images, vous allez pouvoir acheter une licence. Si elle n'existe pas, les sites vous proposeront des images qui sont similaires à celles que vous avez choisies, et vous trouverez peut-être de l'inspiration pour illustrer votre propos. Alors, juste un petit focus sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on trouve, on parlait de tendances créatives tout à l'heure. Moi, je ne sais pas, c'est vrai que quand je vais sur Flickr, sur Pinterest ou sur les différents réseaux sociaux, Instagram, on trouve plein d'inspirations et plein de photos. Sachez que là, comme ailleurs, on en revient au postulat de départ, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si vous utilisez une photo, même si vous l'avez trouvée sur les réseaux sociaux, vous devez, quoi qu'il arrive, de demander l'autorisation du photographe. Donc les réseaux sociaux, quand vous trouvez une image sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une image que vous pouvez copier, coller et utiliser. Vous risquez des poursuites judiciaires derrière. D'ailleurs, comme sur Pinterest ou Instagram, dans les conditions générales de ces réseaux sociaux, il est bien entendu stipulé qu'ils n'ont aucune responsabilité dans l'utilisation qui est faite du contenu qui est diffusé sur leur site. Alors, pour avancer un peu là-dedans, maintenant, je vais essayer de vous donner 2-3 clés pour essayer, quand vous créez une image ou quand vous avez trouvé une image, et que vous vous posez des questions sur à quoi je dois faire attention à l'intérieur d'une image pour éviter tout problème. Ici, vous avez les différents éléments constitutifs d'une image sur lesquels vous devez faire attention. Donc le premier, c'est bien entendu les personnages. Quand vous avez quelqu'un qui figure sur une photo, vous devez obtenir l'autorisation de cette personne. Je pense souvent aussi aux entreprises qui font des photos à l'intérieur de leur entreprise avec des salariés et qui souvent font des photos comme ça pour illustrer leur site web. Si je peux vous donner un conseil, c'est surtout faites signer des autorisations quand vous faites ce genre de prod-là, parce que vous risquez d'avoir des problèmes après avec les personnes qui sont représentées dans les images que vous faites, parce qu'ils ont toute possibilité de vous attaquer par la suite. Les biens. Alors bon, je ne vais pas m'étendre sur les plus ou moins de 75 ans. C'est vrai qu'il y a au-delà de 75 ans, certaines autorisations sont plus demandées. Bon, vous voyez ici Notre-Dame de Paris. On pourrait faire la même chose sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est un cas intéressant parce que d'un côté, vous pouvez utiliser la Tour Eiffel puisqu'elle a plus de 75 ans pour illustrer même un document publicitaire ou commercial. Par contre, si vous utilisez la Tour Eiffel de nuit, ça pose problème parce que la personne qui a créé les éclairages sur la Tour Eiffel, cet architecte-là de lumière demande des droits et des autorisations pour utiliser l'image de la Tour Eiffel de nuit. Alors pareil, pour la propriété intellectuelle, tous les objets de design, vous voyez, des fauteuils, des tables, des lampes, que sais-je encore, représentés sur une table, sur une image, effectivement, vous devez aussi détenir des autorisations
sur les objets qui sont représentés dans votre photo. Donc nous, c'est notre métier, on connaît, on a les réseaux pour faire ça, pour produire ce type de photos. Mais vous, si vous produisez vos photos, si vous prenez une belle photo d'un Macintosh, d'un Mac posé sur votre bureau et que vous en faites la homepage de votre site sur votre activité ou sur votre réseau social, ben, vous risquez des problèmes, clairement. Puisque en fait, vous comprenez bien, c'est que chaque fois qu'on a une utilisation commerciale ou promotionnelle, qu'on gagne de l'argent en faisant la promotion d'une activité, ben, clairement, des gens derrière peuvent vous demander des comptes sur l'utilisation que vous faites de leur propre marque ou objet. Donc les marques, ben, voilà, de la même manière, quand vous utilisez, ben, on peut prendre le même exemple, hein, d'un Mac posé sur une table, si on voit bien le logo de la pomme, Apple est en droit de vous dire, ben, vous ne pouvez pas faire de promotion ou de commercialisation en utilisant ma marque. Alors ici, on a voulu vous donner deux exemples qui sont assez révélateurs ces derniers temps. Alors le premier exemple, c'était les sœurs Jenner qui ont, bon, dans un élan, je dirais, de compassion, suite à la mort de deux rappeurs, qui ont voulu faire des t-shirts à l'effigie de ces rappeurs, sans demander d'autorisation, puisque c'était leurs amis, ils les connaissaient. Mais malheureusement, les ayants droit de Tupac, par exemple, et en l'occurrence sa mère, a porté plainte contre les sœurs Jenner pour l'utilisation commerciale qui a été faite de la mort de leur fils. Donc voilà, même toutes célèbres que peuvent être les sœurs Jenner, elles ne sont pas exonérées de respecter les droits. Alors un autre exemple qui est assez marrant, en fait cette photo d'un berger, c'était un berger grec en fait à la base. Donc vous imaginez bien que cette photo a été trouvée par un créatif qui n'a rien trouvé de mieux que de faire de la pub, enfin de mettre ça sur des pots de yaourt turcs. Quand vous connaissez les différends qu'il y a entre les Grecs et les Turcs, vous imaginez bien que le jour où ce pauvre berger grec s'est aperçu qu'il était sur des pots turcs, son sang n'a fait qu'un tour et il a tout de suite attaqué. Il a quand même gagné 120 000 € pour non-respect de son image. Bon, c'était pour l'anecdote, mais des anecdotes comme ça, on peut vous en citer beaucoup. Bon voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, on va laisser la place aux questions, mais juste pour faire un petit résumé, donc on a vu au début qu'il y avait deux types d'images qui sont les images créatives et éditoriales. Donc créatives, c'était plus les images que vous allez sûrement vous utiliser en tant qu'entrepreneur pour communiquer autour de votre activité. Les images éditoriales, c'est plus des images qui sont réservées à la presse pour de l'information ou à l'édition. Mais il peut arriver qu'on ait envie, pour faire la promotion de sa société, d'utiliser des images éditoriales avec éventuellement des personnages célèbres ou des lieux célèbres. Dans ces cas-là, nous sommes capables de prendre en charge cette demande-là et de vous fournir, de négocier des droits et de vous fournir les autorisations pour utiliser éventuellement ces images éditoriales pour faire votre communication. Alors les licences, bon, voilà, il en reste deux. Hein. Libre de droit, c'est celle que vous utiliserez le plus souvent, c'est la plus sécurisante. Une fois que vous avez votre licence libre de droit, que vous avez acheté votre licence, il ne peut plus rien vous arriver avec votre image. Vous pourrez l'utiliser sans aucun problème. Et même si vous avez un problème, ce n'est pas vous qui prendrez en charge ce problème, ce sera les banques d'images, et en l'occurrence, nous. Les images gratuites, je vous ai dit, voilà, faites attention, c'est quand même au niveau des autorisations, donc de ce qu'il y a à l'intérieur de l'image. Les licences du photographe sont gratuites, certes, mais à l'intérieur de l'image, vous ne détenez aucune autorisation.
Bon, et les utilisations commerciales et éditoriales, bon, ça regroupe un peu tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que dès qu'il y a une utilisation commerciale qui est faite d'une image, posez-vous la question au niveau des autorisations. Donc, je pense, voilà, on en a fini là. Je pense qu'on va prendre, je sais combien de temps il nous reste? Un petit quart d'heure? Un quart d'heure. Pour prendre quelques questions sur les tendances comme sur les droits. C'est à vous. Le micro. Bonjour, je suis désolé, je suis en train de perdre ma voix. Donc si en cours de route je la perds complètement, ben vous serez indulgents avec moi. On a bien compris que vous vouliez donc nous vendre de l'abonnement pour iStock Photo. C'était quand même assez simple. J'ai regardé vite fait les tarifs en vigueur sur le site internet actuel. Ouais. Donc pour 840 € de dépensés par an, soit 120 images, on est à peu près à 7 € de l'image. Vous rémunérez exactement combien vos photographes? Ben c'est très simple, c'est un pourcentage sur la vente de l'image. Et de combien? En gros, en général, ça a toujours été comme ça, c'est aux environs de 40%. D'accord. Une simple remarque en complément. En jurisprudence, il n'y a jamais eu de cas où Apple a fait un quelconque procès sur une image qui était faite sur un de ses produits pour une raison très simple, c'est que ça les arrange bien qu'ils soient partout contre Samsung. Donc, c'est plus les photographes qui sont vénères. Je vois que monsieur est taquin. J'aime bien. C'est bien, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Vous faites votre pub, Très bien. Je vous essaie de vous... Je pensais pas avoir fait trop de pub, mais bon, si vous le dites. Oh bah, je pense que tout le monde a vu les logos clairement en bas du PowerPoint. Passons le merci d'ailleurs. Il a disparu. Il n'y a pas de jurisprudence donc sur le cas d'Apple, il y en a par contre ailleurs, ça c'est vrai. Bah, peut-être qu'il n'a pas été utilisé non plus pour de grosses campagnes, je dirais, promotionnelles pour certains services. Bah là pour le coup, il y aurait des accords entre les marques qui le feraient et Apple. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas si vous faites donc une image de votre Macintosh ou de votre Apple iPhone sur vos réseaux sociaux, la marque sera très contente de les retrouver. Merci pour votre remarque. Et la prochaine fois, on enlèvera les logos, peut-être. Mais on se tient vous savez, on signe les images, un peu, quand même. Eh ben, merci. Oui, non, mais il n'y a pas de contraire. Alors bonsoir, une autre question. Est-ce qu'on peut réserver une image à l'utilisation par son entreprise, chez vous ou ailleurs d'ailleurs, mais sur les banques d'images? Parce que c'est vrai que si on achète par exemple la photo que vous aviez avant avec le jeune et son skateboard, une marque voudrait peut-être promouvoir une casquette et d'autres une paire de baskets avec la même image, et ça peut être gênant parce que les territoires de communication, on a envie de les réserver si on n'a pas les moyens d'avoir sa propre banque d'images dans son entreprise. Est-ce qu'on peut bloquer une image pour sa propre utilisation? Alors, c'était le cas avant avec ce qu'on appelait la licence en droit géré. C'était une des particularités de la licence en droit géré, c'est-à-dire que vous aviez le droit de réserver l'image, de demander une exclusivité sur une image. Aujourd'hui, la licence en droit géré va disparaître, mais il n'en demeure pas moins que sur des images en libre de droit, vous voyez le principe, l'image en libre de droit, en fait, une fois que vous allez acheter l'image, elle vous appartient ad vitam aeternam. Donc, ce qui va être possible de faire pour nous, c'est de vous donner un historique sur toute l'utilisation qui a été faite de cette image, de bloquer votre image, de faire ce qu'on appelle un buy out en termes dans notre jargon. Donc on va bloquer l'image, c'est-à-dire qu'on va la retirer des collections. Vous allez payer une licence qui correspond à ce retrait des collections, et par contre, on vous garantit qu'elle ne sera plus utilisée par la suite. Voilà. Mais clairement, le système du libre de droit fait que vous ne pourrez pas avoir d'exclusivité, on ne pourra pas retirer tous les achats qui ont été faits avant, quoi, clairement. Bonjour, j'avais deux questions à propos de ça. Déjà, par rapport à toutes ces contraintes un peu qu'il faut pour avoir une bonne licence avec une bonne photo, c'est-à-dire trouver un modèle, avoir un bon objet qui évoque pas une marque, etc. C'est vrai que du coup, sur des plateformes comme celle-là d'images, on trouve vraiment beaucoup d'images qui font fausses, avec
des acteurs qui posent, des sentiments qui font pas très vrai. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Comment vous arrivez à gérer ça? Je pense que Nadège vous a présenté tout à l'heure les tendances créatives, et c'est vrai que quand elle parle d'authenticité, on essaye de plus en plus de coller à une forme de réalité et d'authenticité. Donc clairement, ce qu'on peut dire, le reproche qu'on avait souvent avant, on nous disait mais vous êtes une banque américaine, donc on voit toujours les mêmes visages, les mêmes sourires. Bon, maintenant je vous invite à regarder dans notre banque d'images et à regarder notamment les collections dont vous parlez, Nadège. Sincèrement, aujourd'hui, on colle de plus en plus à de la photo vraiment naturelle, où on essaye justement de plus essayer de représenter, d'avoir des images stéréotypées. Si je peux... Ça ne marche Ben, pas. viens ici, non ? Si je peux ajouter un peu plus, là aujourd'hui on a parlé que du sujet de l'authenticité, je pense pendant 20 minutes, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille au quotidien. Il est vrai aussi qu'il faut savoir utiliser les filtres sur nos sites, non pas que vous n'avez pas cette connaissance-là, même moi au quotidien je trouve à chaque fois des petites astuces pour arriver sur plus de contenus qui sont authentiques. Le traitement avec des photos où c'était très blanc, saturé, le sourire Colgate c'est depuis longtemps terminé, néanmoins il y a encore des photos comme ça qui se vendent, donc elles sont encore disponibles, mais c'est absolument pas la majorité. On avait même eu quelques tendances, entre guillemets tendances encore une fois, où on avait vu émerger le lens flare, c'est-à-dire ce défaut de photo où on a finalement des rayons du soleil qui cachent peut-être une partie de l'image. Donc ça avait été aussi un mouvement structurel photographique sur les images qui avaient été achetées par nos clients et qui étaient en demande. On avait également observé un phénomène plus autour du photoreportage. Faut savoir aussi qu'on travaille avec des photoreporters de renom. On a eu la chance, on est assez fiers d'ailleurs chez Getty d'avoir eu 2 World Press cette année sur de la photo éditoriale. Juste pour l'anecdote. Pas trop de promo. Non, mais juste pour l'anecdote, cette photo-là, c'était la petite fille qui pleurait parce que sa mère se faisait fouiller à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc ça, c'est un photographe sur du contenu éditorial, et on ne parle pas de contenu promotionnel, contenu éditorial qui travaille beaucoup sur ces thématiques. Donc on est vraiment sur cette recherche-là. Et ce qu'on avait vu auprès de nos clients, c'est qu'ils recherchaient cette authenticité avec un traitement photojournaliste. Donc on a fait aussi des passerelles entre des photographes comme ça, alors pas World Press, mais des photographes photoreporters avec des clients, et ça c'est des choses aussi qui sont développées. Donc c'est un volet qui est quand même très important de notre travail au quotidien, cette recherche d'authenticité. Si vous avez besoin d'être plus accompagné sur comment mieux trouver ces contenus, parce que je vous l'accorde, des fois c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Ok, non mais c'est parce que je suis graphiste à Euronews et on a un compte chez vous. Et c'est vrai que l'authenticité des émotions, c'est difficile à trouver. C'est vrai qu'un sourire qui n'est pas naturel, ça se voit en fait. Peu importe, c'est vraiment compliqué. Oui, je vous l'accorde. Pour avoir vu des tonnes de photos aussi comme ça, je pense que voilà, il y en a qui achètent encore ce type de photos, donc c'est disponible, mais c'est vraiment pas la majorité aujourd'hui. Mais encore une fois, si vous voulez plus de tips, on est là aussi pour ça. Ok. Et ma deuxième question, c'est il me semblait qu'on pouvait prendre des photos sur Internet, peu importe l'endroit, et modifier en rajoutant des éléments, en la découpant, en la traitant, etc. Et que le droit donc d'auteur revenait à le graphiste qui faisait cette modification. Est-ce que c'est bien comme ça, ou quelle est la limite en fait? C'est difficile. Est-ce que rien que de changer les filtres, la lumière et tout, ça suffit ou pas? Non, en fait, quand vous allez utiliser une image, donc la transformer, si j'ai bien compris, à la base, vous allez vous servir d'une image. Donc vous devez, quoi qu'il arrive, comme vous utilisez cette image, d'obtenir des droits auprès du photographe. Ensuite, le traitement que vous en faites, effectivement, un traitement créatif, vous allez pouvoir créer une nouvelle œuvre, et d'ailleurs on en voit pas mal d'artistes qui se servent d'œuvres photographiques ou vidéo pour créer de nouvelles œuvres. Très bien, mais ça restera une œuvre unique. Si vous faites, par exemple,
d'une photo, si vous créez une nouvelle photo et que vous vous dites que vous êtes le propriétaire de cette nouvelle œuvre, c'est pas, et que vous allez en faire, je ne sais pas, un commerce avec ça, c'est moins... Enfin, pour ce coup-là, vous ne détiendrez pas les droits sur cette image-là, quoi. Clairement. Vous êtes inspiré de... C'est le droit à l'inspiration. Vous devez quand même reconnaître le droit à l'inspiration, et donc vous ne pouvez pas vous attribuer la paternité de l'œuvre que vous faites, surtout si vous en faites une utilisation commerciale. Après, une œuvre d'art unique, oui, vous allez pouvoir utiliser et sans demander d'autorisation, en ayant acheté la licence à la base de cette image-là, mais sans demander d'autorisation après, vous allez pouvoir créer une œuvre d'art, mais unique, une seule. Bonjour, suite justement à cette licence et les droits qu'on peut en faire, j'achète une licence chez vous de quelqu'un qui, par exemple, est facilement reconnaissable effectivement par un tatouage ou autre. Je décide d'enlever la tête et de mettre une tête de chien, par exemple. Est-ce que la personne, le mannequin, pourrait se retourner, par exemple, parce qu'on a détourné en fait son image de base? C'est une bonne question. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une limite qui est imposée dans l'utilisation des images, quelles que soient les images, c'est toute atteinte qui est faite à l'intégrité de la personne. Alors, c'est une atteinte, ça peut être politique, ça peut être religieux, ou ça peut être sexuel ou physique, je dirais. C'est vrai que si vous utilisez enfin, je ne sais pas, votre exemple est peut-être limite, parce que vous allez utiliser le corps d'une personne avec à la tête d'un chien. C'est vrai que si ce corps, j'allais dire, n'est pas reconnaissable, enfin bon, il n'y aura pas de souci. Mais si c'est un corps qui est reconnaissable, peut-être que là, ça risque de vous poser un problème, parce que la personne va peut-être dire, mais moi, je n'ai pas envie qu'on utilise mon corps pour... alors, je ne dis pas le ridiculiser, hein, mais je dis, lui mettre une tête de chien, ça a un côté un peu tendancieux, quoi. Pour vendre des croquettes, ça a du sens. Ben oui. Là, c'est un peu... Pardon, sur les questions qui sont assez précises comme ça, alors ce sont des exemples, mais qui finalement sont des situations assez précises, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil, en fait. Avec les exemples, on a des équipes qui sont là et qui travaillent vraiment là-dessus, et sur les cas particuliers, elles seront plus à même de vous répondre avec les bons avis et les bonnes licences d'utilisation pour vous. C'est vraiment le cœur du métier, et comme, enfin voilà, c'est un métier, donc on ne pourra pas répondre à l'ensemble des questions qui peuvent avoir des cas particuliers comme ça, mais vraiment passez-nous un coup de fil après. Ici, non ? Oui. Bonjour, je voudrais savoir un peu sur votre rôle dans ces tendances. Le fait que par exemple on voit que ces thématiques de nos jours ils sont tendances, c'est très bien. Je me demande le pourquoi c'est maintenant, c'est-à-dire il y a, c'est pas quelques années que j'imagine que votre entreprise il existait encore. Pourquoi cette image il avait moins de visibilité, vous n'auriez pas pu intervenir pour valoriser ces thématiques à l'époque? C'est pas quelque chose qui vous intéresse? Vous êtes tout simplement spectateur de ces tendances et vous les privilégiez? Je veux sûrement savoir votre rôle là-dessus. Alors, on essaye d'être assez précurseur, c'est-à-dire que dès qu'on voit comme ça des signaux faibles sur les mots-clés qui sont cherchés, on travaille justement, cette équipe d'anthropologues visuels est en contact direct avec les contributeurs pour les aider à travailler sur ces contenus-là. Là, effectivement, on présente surtout dans ce type de présentation des pics au moment où ça éclot vraiment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas en amont avant. On a fait, pour vous donner un exemple, on a travaillé sur les maladies mentales, ou la confrontation à ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet qui, en France, vraiment est porteur ou vraiment très discuté, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est un sujet qu'on travaille déjà en représentation visuelle depuis 2-3 ans. Et si un jour c'est un sujet qui éclot et qui prend plus d'importance sur la scène française, eh bien voilà, on aura déjà les premières vagues de contenu, en tout cas les choses qui auront plus d'authenticité dans la représentation de ces maladies mentales. C'est pas un exemple très drôle, mais voilà, ça se passe en général sur ces sujets-là. Au départ, quand on a commencé à avoir cette équipe d'analyse et d'analyser notre donnée,
C'était pour nourrir nos contributeurs sur ce qu'il fallait faire et comment il fallait travailler pour simplement pouvoir vivre de leur métier. Et on leur indiquait ce que nos clients cherchaient. Et maintenant, on est capable d'aller beaucoup plus loin puisque les technologies et les personnes sont là chez nous pour faire ces sujets-là. La représentation de la femme, on en a vraiment parlé en 2015. Ça a commencé vraiment à être un sujet qu'on voyait vraiment beaucoup partout. Bien que c'était un sujet qui existe depuis des années, la place de la femme dans la société, etc. Nous, dès 2013, on travaille avec Lénine. Mais ce n'est pas Lénine qui a débuté le travail. C'est un travail de fond qui a été fait avant aussi. Donc, c'est un changement. On est acteur du changement de la représentation visuelle. Encore une fois, on ne peut être que ce qu'on voit et on est vraiment là-dessus. Alors, parfois en demi-teinte, ce n'est pas très visible, et parfois un peu plus, comme les thèmes que j'ai pu aborder aujourd'hui. Bonjour. Oui, une dernière question. Oui, bonjour. Alors, une question d'ordre un petit peu plus pratique, on va dire, qui concerne les banques d'images gratuites. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre ou non. Mais, donc, vous disiez tout à l'heure qu'il faut faire attention aux éléments qui sont présents sur l'image, sous peine de poursuite, etc. Et moi, j'ai remarqué aussi qu'ils demandent souvent de créditer l'auteur, que ce soit pour les images ou pour les icônes. Est-ce que vous savez si c'est un indispensable quand on va sur ce genre de banque d'images? Alors je pense que pour une banque d'images gratuite, encore plus que chez nous, de créditer l'auteur, c'est la moindre des choses, puisqu'il vous donne sa licence. Donc il vous autorise à utiliser son image gratuitement. Donc à mon avis, effectivement, c'est bien de le citer. Et d'ailleurs, c'est souvent, comme vous le dites, noté. C'est dans toutes ces licences gratuites qu'on appelle aussi Creative Commons. Chaque fois, vous êtes obligé de citer l'auteur, effectivement. Est-ce que ça veut dire que, alors par exemple sur un site internet, on peut souvent l'insérer dans le code et c'est plus simple du coup, mais pour un flyer, etc., c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Dans ces cas-là, il faut quand même mettre... Certes, c'est un peu plus compliqué, mais vous devez normalement de le créditer. D'accord. Donc en général, sur les flyers, c'est fait sur le 4e de couve, le 2e de couve, pour créditer les auteurs. Ok, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bon, merci en tout cas d'être resté si tard et puis bon apéro.